Donc déjà, Gildas, ça pu... bon, vas-y Gildas, parle-nous un petit peu de Varginha si tu veux. Enfin, si tu... Oui, bah, on pourrait en parler. Non, moi, je voudrais juste mentionner peut-être qu'il y a un livre en français qui a été publié. Voilà, si on peut le voir. Oui, C'est écrit par mon ami le docteur Roger Lair, qui est allé à Virginia, hein, qui a visité Virginia. Euh, et on peut encore la voir facilement en France. je C'est pense. Oui, oui. publié par le Mercure dauphinois. C'est une enquête personnelle, mais très bien faite, tout à fait intéressante et agréable à lire, hein, sur l'affaire de Virginia. Il l'a rencontré conduit par A.J. Javert, rendre visite au médecin qui a fait une opération sur l'être qui avait été capturé, qui avait la jambe fracturée. Et il raconte, allez, je le dis, qu'il a eu un contact télépathique, ce médecin, avec la créature. D'accord. C'est vraiment un aspect très intéressant de l'histoire, hein. Oui. Voilà, je m'arrête là, hein. Oui. Merci Gilda. J'allais parler du livre, hein, évidemment, hein, c'était prévu. Bon, Également, également, excuse-moi. non, mais j'allais parler de ce livre et en tant que source disponible en français et en France, donc, concernant l'ufologie au Brésil, parce qu'on n'a pas beaucoup, que je sache, de livres là-dessus, sur le Brésil. Donc, évidemment, il y a le livre de Roger Lair, traduit en français, et puis on a le livre de Gilda Bourdet qui décrit le cas Ubatuba aux pages 163 de son livre OVNI vers le temps, vers la fin du secret. Merci pour la pub. Oui, et puis le livre de Bob Pratt, Contact OVNI, Danger, qui parle du cas de l'île des Crabes, entre autres. Tiens, nous avons un invité surprise. Bonjour, Monsieur Bourré. Vous avez pu suivre l'exposé ou une partie? Ah, le micro, micro. Sous quel... Ah, TV Libre, d'accord. Salut Didier. Salut. Ah, ça marche, non? Oui, Tu m'entends? Salut. j'entends, oui. Je ne Le sais son pas est qui, bon mais ou pas? j'entends. J'entends quelqu'un, oui. Oui, mais C'est Monsieur Bourré? C'est Jean-Claude. est-ce que tu m'entends ou pas? Oui. Ah oui, là, Le oui, son est bon. je m'entends. Bah, à l'écran, je crois qu'on n'a pas le droit à plus de 6 petits, petites icônes, mais je vous Alors, entends. quelle est ta question? Est-ce que tu as pu entendre, suivre l'exposé de Jean Librero? Ah bah évidemment, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, très très intéressant. Très intéressant, tu sais, je t'apprends rien en te disant que moi ça fait 50 ans que je travaille là-dessus, comme Gildas. Et la seule question que je me pose, c'est comment on resitue tous ces cas qui sont permanents à partir de ce qu'a déclaré ce scientifique israélien, euh, ancien Récemment, oui. général ancien général de l'armée israélienne, un monsieur de 84 ou 86 ans. J'en ai discuté avec des gens qui sont spécialistes de la manipulation. Ils pensent que c'est l'effet d'accordéon, c'est-à-dire qu'ils balancent une information qui est énorme, que tous ceux qui s'intéressent aux ovnis connaissent, c'est-à-dire que c'est pas d'aujourd'hui que la Terre est visitée par des civilisations extraterrestres, qui sont sans doute à l'origine des religions. Mais comme c'est énorme, puisqu'il dit que ces extraterrestres sont en contact avec un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement américain et le gouvernement israélien, il balance une deuxième information, c'est l'effet d'accordéon, c'est-à-dire que tu as une énorme information, et puis tu as une deuxième information qui décrédibilise la première pour que ce soit simplement un ensemencement de nos capacités cognitives et qu'il y ait une bonne Ouais, moitié des gens qui continuent à dire tout ça, c'est des bêtises. le Et la feu deuxième contre le feu. partie, c'est quand il dit qu'il y a une base sur la planète Mars avec des réunions communes entre les extraterrestres et certains terriens. Ah, c'est assez. Oui, oui, ça sort du cadre brésilien, c'est sûr. Mars, c'est aussi des terres rouges, mais
Bon, moi, je suis un peu sceptique sur ces histoires de boss sur Mars, mais pourquoi pas, après tout. Je remarque une chose sur le Brésil, et ça, ça aussi une question, c'est que c'est au moins aussi riche que les États-Unis. D'abord, c'est un grand pays, c'est très peuplé, on peut considérer que c'est normal. Il y a quand même, comme disait Jean tout au début, peut-être avant l'exposé, c'est qu'il y a un folklore un peu différent. C'est vrai qu'on rentre peut-être là dans des choses qui sont peut-être très connues, peut-être trop connues, mais il y a une certaine, il y a beaucoup plus de dangerosité apparemment qu'aux États-Unis et encore plus qu'en Europe. Parce que, à ma Jean-Claude, connaissance, Patrice, si tu oui, permets, il faudrait quand même répondre un peu plus concrètement. Si tu permets, je voudrais bien dire un mot concrètement à Monsieur Bourré, parce qu'il pose une question concrète, hein, et je voudrais bien lui répondre. ben vas-y. Mais oui, oui, parce que là, tu fais une observation générale qui parle du livre du Brésil, d'accord, c'est très d'accord, mais effectivement, je pense il y a des significations importantes graves, effectivement, dans, dans la- dans- dans l'exposé de M. Bourré il y a une minute. Donc, qu'est-ce que je dirais? Parce que il faut comprendre j'essaie de comprendre ce que veut dire M. Bourré. C'est pas forcément très facile, mais ce que je comprends, c'est qu'il suggère effectivement quel peut être le lien, l'importance, l'influence, effectivement, par exemple, de pactes extraterrestres entre des gouvernements terriens, que ce soit les Américains et les Israéliens, donc aujourd'hui ou ou il y a 30 ans ou 40 ans, et ce que l'on sait du phénomène extraterrestre. Je pense que M. Bourré nous dit, entre autres, qu'on peut peut-être réinterpréter notre compréhension du phénomène extraterrestre à la lumière de la réalité de Pâques extraterrestre. Oui, mais Et bon, donc, ça pose beaucoup de questions, et je pense que ce sont des questions, moi, oui, authentiques. on s'éloigne beaucoup du Brésil, mais pourquoi pas? Non, mais c'est la Euh, question qui est posée. Je pense que c'est la question que pose M. Bourré. Donc, je pense M. que Borrell, dans son exposé qu'il a fait à OVNI Paris, avait déjà développé cet aspect important, comme quoi les extraterrestres sont là depuis très longtemps, sont certainement en partie au moins à l'origine de nos religions. Tous ces points-là avaient déjà été exposés. Et d'ailleurs, moi, ces points-là, personnellement, ne me gênent absolument pas. Je les trouve assez crédibles. Simplement, alors, effectivement, quand un général israélien je crois qu'il faisait partie du Mossad aussi, dont je crois que le slogan, c'est pas nous vaincrons par déception. Je me méfie parce que, oui, je crois effectivement au coup d'accordé, on donne une information et derrière tout de suite on la décrédibilise. Mais ça me paraît une tactique générale on donne une information et tout de suite derrière on essaye de la décrédibiliser pour qu'une petite partie selon des gens soient capables de la prendre en compte. Oui. Moi, je Ça, c'est voudrais bien intervenir, moi. oui. Justement, je crois que là, on vient d'écouter pendant 1 heure et demie Jean Librero, qui a fait un exposé tout à fait intéressant et avec beaucoup de détails. Ça, c'est de l'ufologie de terrain précise, avec des cas qui sont documentés. Moi, je trouve ça très intéressant. Maintenant, ça, c'est l'ufologie de premier niveau, si on peut dire. Il y a des gens qui trouvent ça un peu court, et on peut se mettre à spéculer, mais il ne faut quand même pas mélanger tout. Là, Jean-Claude Bourré, c'est intéressant, j'aime bien l'écouter, et c'est tout à fait intéressant à discuter, mais on entre dans une zone de spéculation. Et cette affaire du général israélien, eh bien, oui, là, je suis d'accord avec Jean-Claude Bourré pour dire qu'on a affaire à une opération, c'est peut-être une opération un peu euh, à, à plusieurs niveaux, à prendre avec des pincettes, avec de longues pincettes, hein. Ben, je ne dis pas plus, mais je recommande d'être prudent sur ce terrain-là, hein, très spéculatif. Voilà. Oui. Euh, Alors que sur le ah, terrain, on n'a pas parlé d'un cas emblématique aussi, très connu. C'est bien sûr l'enlèvement et le rapport sexuel. Enfin, tu en as donné un quand même, Jean. Comment il s'appelle le Oui. premier
le premier enlèvement de Antonios Villas-Boas. Antonios Villas-Boas, Voilà, oui, Villas-Boas, oui. Ouais. Alors, Oui. c'est vrai qu'il doit en parler, mais il en parle forcément, Piketty, dans son livre. Ça, il ne peut pas en faire Oui, l'impasse oui, oui, il en là-dessus, parle, il en parle. mais c'est vraiment un cas qui a fait énormément parler de lui. Il a d'ailleurs été aussi critiqué récemment, parce qu'on prenait Villas-Boas pour un analphabète. On- Pas du un tout, type, il était et pas du étudiant, il tout. était Il était étudiant en droit. étudiant et en fait, il est devenu avocat. Il a fait une carrière très importante. Oui, exactement. Et donc, ça change un petit peu le point de vue qu'on peut avoir sur cette affaire. On n'a pas affaire à un naïf qui raconte. Pas du tout, pas du tout. Voilà, on ne sait pas exactement qui. Bon, c'est Là, difficile. on est sur de l'ufologie tout à fait concrète. Je veux dire, est-ce que ce Villas-Boas a été enlevé brièvement et a eu un rapport sexuel avec une extraterrestre? Ben, je trouve que c'est quand même assez important, hein, comme histoire. C'est C'est une- intéressant. c'est vraiment une question importante parce il y a d'autres histoires comme ça, avec même des analyses génétiques de fragments de cheveux, de choses comme ça. Oui, il y a ça aussi. Oui. Et donc, ça ressemble un petit peu, le type physique de cette femme fait penser à d'autres histoires. Alors, Oui. c'est vrai que l'ufologie, comme tu dis, se construit sur le terrain. Il y a d'ailleurs ici quelqu'un qui est Bruno Botta, qui fait des enquêtes sur le terrain, qui doit aussi être intéressé par tous ces détails concrets. Okay. Monsieur Bourret, oui. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais visionné en avant-première un documentaire qui va évidemment intéresser chacun d'entre vous sur le GEPAN, qui va être diffusé dans quelques jours. Je n'ai pas la date malheureusement. Je pense que c'est avant le 10 février sur Canal+, encrypté vers 22 heures. Donc regardez bien vos programmes parce que le réalisateur a fait un super boulot de recherche historique, de montage, etc. Et on comprend bien comment est née la recherche officielle des ovnis en France à Toulouse. D'accord, intéressant. J'ai noté. Parce qu'il y a un autre, pas un documentaire, il y a une série concurrente en quelque sorte qui passe en ce moment, qui romance en fait l'histoire du GEPAN. Moi, je ne l'ai pas regardé encore, mais C'est la série sur Canal+, oui. OVNI. Non, oui, c'est de la rigolade, là. Oui, oui, non, ça c'est Justement, c'est important d'avoir la contrepartie. C'est une comédie, ça. Hein. C'est une comédie qui se veut drôle, que je ne trouve pas très, très drôle, personnellement. Les ovnis. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, Patrice Oui, certainement. Alors, qu'est-ce qui a pris là, qui est encore là? J'ai juste un petit mot en attendant. Je voulais rajouter un petit mot. Oui, vas-y. C'est sur la nuit des ovnis. Il y a un témoignage que vous avez bien parlé, Jean. C'est celui du capitaine, j'ai oublié le nom, mais vous avez oublié, je trouve un détail que je trouve tout à fait intéressant, c'est que ce capitaine s'est retrouvé, il volait sur son chasseur, il s'est retrouvé encadré par des ovnis. Il y avait 13 ovnis, 6 d'un côté, 7 de l'autre, qui l'ont encadré, qui l'ont accompagné. Quand il a viré, ils sont virés avec lui. Ben, je trouve ça très, très drôle. Oui, ça mais me plaît beaucoup, cette histoire. J'ai présenté oui, tout à fait. Je l'évoquais. Oui, ce détail, je crois que vous ne l'avez pas mentionné. Si, j'ai mentionné. Il a dit. Ah bon? Mais et en plus, il y en a des dizaines aussi qui sont tout aussi saisissants, mais ouais, c'est celui-là que j'avais choisi. C'est le capitaine Jornao. Jornao, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Ok, je vais donner la parole à M. Jean-Claude Bourret. Oui, Jean-Claude, ça suffira. Simplement, je voulais savoir comment je pouvais me procurer, je ne suis pas le seul à me poser cette question, le livre dont vous avez détaillé les chapitres avec beaucoup de professionnalisme. Merci Monsieur Bourret. Donc effectivement, beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de commander sur Amazon et ça se comprend parce que bon, c'est un mode de consommation qui est généralisé maintenant, mais pas forcément pour les livres. Donc effectivement, je publie les livres sur Amazon, oui, Monsieur Bourret. Donc quand les livres se publient sur Amazon, eh bien, ils ne sont pas distribués en librairie. Il n'y a pas de distributeur et on ne peut pas les trouver en librairie. Donc on peut le commander sur Amazon, il n'y a pas de problème. Okay. Voilà.
Voilà. Eh ben, ça va être fait dans les 5 minutes. Merci beaucoup, très honoré, M. Bourré, merci. J'ai vu qu'il y avait Didier. Il n'a pas son micro d'allumé, Didier. Bon. Didier Boulanger. Bah oui, des ex-repas, enfin, ex des repas ufologiques. Les repas ufologiques existent toujours. Bruno, tu veux peut-être dire quelque chose là, de cette... Non, bah, très bonne conférence. Par contre, il n'a pas évoqué le cas de José Gins, le cas de 47. Ah, Oui. oui, je n'ai pas été. Oui, c'est un. Bah, il ne pouvait pas tout faire non plus. Hein. Oui. Je pense que... Oui, c'est un cas, des premiers cas, oui, effectivement, mais il y en a tellement. Par contre, on n'a pas un dossier important, c'est Ubatuba. Tout à l'heure, là, on parlait d'émissions. Monsieur Bourré nous a parlé du film de reportage sur le GEPAN. On a parlé tout à l'heure, hors micro, on parlait de Jacques Vallée avec Bruno et Patrice. Oui. Je crois que je l'ai envoyé à Gildas, cet extrait, mais je ne sais pas s'il a consulté. Mais Jacques Vallée, apparemment, a fait. Je ne sais pas compris, est-ce que c'est passé sur la page Facebook de quelqu'un qui s'appelle Baptiste quelque chose, et on trouve une vidéo faite par quelqu'un d'autre qui reprend les derniers travaux de Jacques Vallée, et entre autres, j'ai noté cette vidéo, entre autres, pendant une minute, on a les échos de Jacques Vallée sur le cas Ubatuba, l'un des cas majeurs de l'ufologie au Brésil, hein, qui est encore une fois présenté sur 9 pages. Hein. Gilles Bourdet a consacré 9 pages vers la fin du secret. Oui. 9 pages, donc c'est pas... Et quand c'est Gilles Bourdet, c'est très très riche. Hein. Une seule page est dense. Alors imaginez 9 pages. C'est un très très beau dossier sur Ubatuba. Mais en l'occurrence, Jacques Vallée, là, dans cette vidéo qu'on trouve... Hein, Elle est sur YouTube, je sais. ouais. Je l'ai vu passer récemment. J'ai pas eu le temps de la consulter parce qu'en longueur. Oui. C'est quelqu'un qui reprend, qui fait une synthèse de toutes les études faites par Jacques Bourré sur les implants, pas sur les implants, pardon, sur les fragments qui ont été étudiés. Oui, sur les métames. Jacques Vallée. Par Jacques Vallée, jusqu'aux dernières études qui ont été faites sur les fragments de magnésium du Ubatuba. Donc, oui, alors là, si je peux intervenir une seconde, c'est une grosse controverse, le Ubatuba, hein, parce qu'il y a des gens qui affirment, et moi j'en connais, qu'il y a eu des débris tout à fait remarquables. Et notamment, je signale ce livre, je vous en parlais tout à l'heure, d'un ingénieur physicien américain qui a longuement parlé de ces débris du Ubatuba, qui affirme qu'il y avait ils avaient du magnésium très pur. Oui. Et ceci est contesté par d'autres auteurs. Je crois malheureusement que Jacques Vallée critique cela. Hein. Je n'en dis pas plus. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Pas sûr. Ça a vérifié. Est-ce que je peux dernière vidéo. Est-ce que je peux dans cette dernière vidéo, j'ai vu rapidement qu'on disait que la composition isotopique était anormale. Bon d'accord. Très bien. Très bien. Oui, tout à fait, Patrice. Jacques Vallée expose, la personne qui reprend l'exposé de Jacques Vallée rappelle qu'il existe 3 isotopes principaux majeurs, donc les isotopes représentent donc le nombre de neutrons du noyau. Il existe 3 isotopes majeurs, hein, Patrice, l'isotope 24, 25 et 26. Oui, donc la répartition des isotopes du magnésium terrestre donne une prépondérance, je crois, l'isotope 24, et donc avec une répartition particulière. Et donc les isotopes du magnésium sont très atypiques, et en plus, ils peuvent être fabriqués en laboratoire, mais depuis la recherche atomique. C'est ce qui est rappelé dans le livre de Tiago Tiketty, dans ce dossier Ubatuba. Il y avait déjà à l'époque, donc on est en 57, n'oublions pas, il y avait déjà la bombe atomique, mais ça a été étudié par le comité Condon, hein, le fameux comité Condon qui a été quand même au service de la désinformation très très largement, mais quand même, ils ont quand même observé que des isotopes 26, etc., peuvent être fabriqués, en tout cas ce type de magnésium peut être fabriqué par un nombre très restreint de laboratoires, dans les laboratoires DOW, mais
qu'on ne voit pas comment cet objet aurait pu se retrouver sur une plage du Brésil en 1956. Et voilà. En plus, c'est difficile, ça demande des neutrons, ça provoque de la radioactivité. Il faut ensuite faire l'isolement des isotopes, donc c'est pas crédible. Effectivement, si cette analyse donnant une composition isotopique anormale est réelle et juste, je ne vois pas comment ça peut avoir été fait en 2 mots sur la Terre à cette époque-là. Et c'est ce que, à part des milligrammes. C'est ce que reprend Jacques Vallée. Il exprime qu'il n'y a vraiment aucune explication finalement à la présence de ce magnésium qui correspond à un degré de technologie très particulier et que seuls des laboratoires très sophistiqués produisaient à l'échelle vraiment de laboratoire et jamais à l'échelle industrielle en 57, ni même plus tard apparemment. Donc aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc Jacques Vallée défend l'importance du cas du magnésium du Batouba. Ah bon, alors il a beaucoup évolué alors. Hein. Il a beaucoup évolué, Jacques Vallée. Il évolue, effectivement. Ça me permet de rigoler un peu. Oui, mais il a fait une conférence et il a un peu surpris son monde, à Limi. Oui, bon. Écoutez, on peut changer, on peut évoluer dans la vie. Hein. Exact. Quoi dire d'autre? Cette conférence, donc c'est un livre vraiment qu'il faut acheter. Moi, je vais l'acheter. Je ne l'ai pas encore fait. Ce livre de Piketty. C'est bien, comme j'avais dit, je ne sais pas si je l'ai dit dans mon introduction, mais on en parlait ensemble hors micro au début. C'est vraiment d'avoir cette connaissance de ces autres ufologies. Parce qu'on se rend compte que chaque pays voit les choses différemment. Ça doit être lié à notre tempérament. On doit filtrer les choses où on les interprète différemment. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir des avis chinois, japonais. Je sais qu'il y a des choses, mais je connais des gens au Japon, mais même un ufologue français qui est installé au Japon, mais bon, c'est pas suffisant. Il s'intéresse aux ovnis. Il y a un musée même. Ouais. Mais apparemment, il s'intéresse surtout à la partie Adamski, tout ce qui est contacté, tout ça. C'est qu'une partie de l'ufologie, bien sûr. Bon, d'autres points de vue. Isabelle, peut-être, tu peux nous dire 2 mots? La dame d'Annecy, et non pas de Nancy. Non, elle est partie peut-être. Patrice, oui. Un petit mot. On parle de la spécificité de l'ufologie dans un pays. Donc, on parle du Japon. Au Japon, il s'intéresse à Adamski, nous dis-tu. Alors, c'est pas vrai. C'est pas parce que Michel Zierger s'intéresse au cas Adamski. Je n'ai pas dit ça, Jean. Oui, J'ai dit que Michel Zierger s'intéresse à Adamski. Oui, au Japon, il y a plein de courants. Je ne parle pas à ta place. Je fais ma propre réflexion. Je ne parle pas à la place d'autrui. Je dis que on a tendance à schématiser, je pense, l'ufologie dans un pays. Alors, je veux simplement dire le fait qu'il y ait une spécificité des phénomènes ufologiques ici ou là, c'est certainement vrai, ou c'est peut-être vrai, mais est-ce que ça peut vraiment, est-ce que c'est vraiment constaté, est-ce que c'est vraiment constatable ou prouvable? Ce que je veux dire ici, c'est que j'ai conçu l'exposé sur un plan thématique, comme tu as vu. Donc, on prend les cas de crash d'OVNI, qui ne sont pas beaucoup mentionnés au Brésil. On prend des cas d'enlèvement, des cas de rencontres rapprochées, des cas d'observation prouvées, des cas également tragiques. Bon, mais que représentent ces 5 thématiques? En vérité, ces 5 thématiques, ce que je voulais dire, Patrice, c'est que ce sont des constantes de l'ufologie dans le monde. Donc évidemment, un livre sur le Brésil montre des choses que l'on n'a pas forcément ailleurs, parce que ce sont des cas qui sont oui, là et pas en France. Mais néanmoins, au niveau de la compréhension des phénomènes ufologiques, je pense qu'il est important aussi d'insister ou de mettre en évidence justement les constantes du phénomène ufologique. C'est ton avis. Je suis d'un avis légèrement différent. Mais attends. Je ne vois pas en France les mêmes thématiques exactement. Non, je veux dire ici que là, ce que je dis n'est pas simplement un avis, c'est le sens du travail. Si l'on a des crashs d'OVNI tels qu'Ubatuba et Varginha
au Brésil, ça veut dire que la thématique du crash est une thématique qui n'est pas spécifique à l'Amérique, ni à la France, à Valençol ou à notre cas. C'est une thématique qui est globale, qui concerne toute la réalité planétaire. Ce qui ne prouve pas que le cas du Batuba soit vraiment un crash d'OVNI, ni celui de Varginha. On ne sait pas si ces cas sont authentiques, on n'a pas de preuves à 100%. Mais les cas sont présents. Les cas de crash d'OVNI sont présents au Brésil, comme ils sont présents aussi en Europe, même s'ils sont moins connus, et dans d'autres parties du monde. Les enlèvements, c'est un thème qui est très délicat, très difficile, très controversé. Et en tout cas, en l'occurrence, on a beaucoup de cas d'enlèvement qui sont, dans ce livre, je vous dis, il y en a au moins... je dirais peut-être une trentaine, hein, qui sont certains bien documentés, d'autres moins. J'en ai présenté qu'un. Ensuite, il y en a des cas de rencontres comme cela, des cas de rencontres rapprochées avec Kabbalah, M. Tesca, Nelson Tesca, qui a reçu un message. Alors, tu parles d'Adamski. On se moque d'Adamski. C'est la vérité toute faite qu'Adamski est un faussaire, un imposteur. C'est une vérité toute faite. On n'a pas de preuve absolue que le cas d'Adamski soit authentique et on n'a pas de preuve absolue que ce soit un fake. Donc l'idée qui passe qu'Adamski est un faussaire, c'est une idée toute faite. Et donc, je respecte pour ma part grandement le travail de Michel Zirger et je dois dire que je vais publier son dernier livre. Mais pas seulement par mes convictions, je pourrais penser le contraire, mais simplement parce qu'il a fait un travail de recherche important sur ce sujet-là. Mais le cas des contactés, Howard Menger, Adamski ou autres, qu'on y croit ou pas, c'est une constante de l'ufologie avec des messages de nature spirituelle, philosophique ou autre. Eh bien, on a ces cas. On a ces cas, je veux dire qu'on a ces cas dans les dossiers brésiliens. On a le cas de Mario Restier, on a le cas Caran, et on a le cas de Nelson Tesca. Donc, en fin de compte, des cas majeurs de l'ufologie au Brésil ne sont pas simplement spécifiques, mais ils rejoignent aussi, ils nourrissent des thématiques qui existent depuis longtemps et partout dans le monde. Néanmoins, mon point de vue, c'est qu'il est intéressant de regarder les autres pays pour voir justement si c'est spécifique ou pas, comparer. Ça me paraît important Et moi, je trouve qu'il y a des différences, je suis désolé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence. Il y a des crashs partout, il y a des enlèvements partout, c'est vrai. Oui. Mais ça, c'est vraiment des généralités très générales. Il faut quand même rentrer dans les détails. Par exemple, ces histoires de muscles qui se détachent, tout ça, toutes ces brûlures, tout ça, on n'a pas ça en France, je suis désolé. Oui, mais je ne caricature pas non plus. Je te parlais d'une orientation de la réflexion. Je ne te dis pas que les cas du Brésil qu'on a étudiés sont les mêmes. Évidemment que ce ne sont pas les mêmes. Et je ne dévalorise pas du tout ce qui se passe au Brésil, hein, qu'on se comprenne bien. Je trouve ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est beaucoup plus riche qu'au Brésil, tu as autant de cas que dans toute l'Europe, peut-être. Mais bon, parce que c'est normal. Enfin, c'est normal. J'en sais rien si c'est normal. C'est le cas, c'est le fait. Voilà. Moi, j'aimerais bien poser une question, si tu permets, puisque pas beaucoup d'attention, à M. Bourret et à Gilda, par exemple, sur l'interprétation qu'on peut faire des cas tragiques, parce que là, tu parles de différents, ces cas tragiques, hein, Joao Prestes qui est mort, un rayon, Colares et l'île des Crabes. Est-ce que M. Bourret peut dire quelque chose à dire sur des cas tragiques de ce genre? Et par exemple, est-ce qu'on peut s'interroger sur les révélations qu'il avait faites tout à l'heure autour du général israélien? Est-ce qu'on peut trouver des clés qui nous aident, est-ce qu'on peut trouver ou non des clés dans ces révélations Pentagone ou général israélien pour comprendre des phénomènes graves, des phénomènes tragiques comme les morts à Colares, à l'île du Crabe, et enfin ces phénomènes traumatiques qui sont passés à Colares dans le Para pendant plusieurs mois. Eh ben, on va laisser répondre Gilda, parce que je crois que M. Bourret n'est plus là. Parti. Oui. Gilda, s'il veut répondre, moi je répondrai aussi un peu là-dessus. Oui, je veux bien dire un mot. Moi, je pense que c'est un aspect très important et qui nous amène à l'hypothèse d'une certaine diversité, de multiplicité d'interventions extraterrestres. Il n'y a pas une civilisation extraterrestre, il y en a plusieurs, il y en a même peut-être beaucoup. En fait, c'est que c'est une histoire très compliquée, c'est une longue histoire. Hein. Il y a des millénaires d'histoire derrière ça.
Parce qu'on a des histoires de conflits dans l'Antiquité, dans les mythologies antiques, l'indienne par exemple. Donc, on n'est pas au bout de la route, on est au début de cette route. Et ces cas d'attaques assez effrayants qui sont bien documentés au Brésil, c'est un aspect important qu'il faut toujours garder présent à l'esprit, qu'il faut étudier. Voilà. Ouais. Bah, je réponds en deux parties. La première partie, je suis d'accord avec Gilda. Maintenant, sur les déclarations du ministère du Canadien, ancien ministère canadien ou de ce général israélien, je dirais qu'on ne trouve pas dedans, à mon avis, d'éléments permettant d'expliquer cette dangerosité des extraterrestres. Par contre, effectivement, si on reprend toute l'histoire des contacts humains avec les extraterrestres, enfin, l'histoire telle que nous la comprenons, nous les ufologues, en rapportant ce qui s'est passé en Inde, les légendes hindoues, les légendes sumériennes, etc., là, on trouve effectivement de nombreux cas de dégâts causés par les extraterrestres aux êtres humains, ne serait-ce que la destruction de Sodome et Gomorre. Ça peut très bien là, c'est massif. Ça peut très bien être expliqué comme une bombe atomique qui tombe enfin une arme de destruction massive, en tout cas, qui tombe sur ces malheureuses villes qui avaient hérité des extraterrestres. Voilà. Donc, c'est vrai, mais dans les déclarations de ce général et dans celles de, je ne sais plus comment il s'appelle, ce ministre canadien. Hellier. Oui, voilà. Paul Hellier. Ouais, Paul Hellier. On ne trouve rien, au contraire, on trouve des idées comme quoi les extraterrestres pourraient nous aider par leur technologie à surmonter nos problèmes. Oui. Ce qui me paraît un peu naïf, mais enfin bon, peu importe. Malheureusement, je crois qu'on est confronté à un dossier très complexe avec des aspects il faut tout étudier. Il faut se garder d'une vision trop simple. C'est pas simple du tout. Hein. Ouais. Maintenant, moi, si je trouve qu'il faut étudier, comparer l'ufologie des différents pays, c'est que je pense que dans tous les cas qui nous sont présentés, les cas français, les cas roumains, les cas brésiliens, il y a des vrais cas et il y a des cas modifiés où l'interprétation est mauvaise, où il y a quelques cas qui ne sont pas des vrais cas. Il y a aussi des imposteurs. Hein. Des imposteurs. Et donc, en comparant, ça permet peut-être de mieux comprendre, d'améliorer l'enquête. Parce que je suis d'accord avec ce que dit Gildas, c'est que c'est l'enquête de terrain, elle n'est pas à mépriser. C'est vraiment la base. C'est la base. C'est l'essentiel, Patrice. Ouais. L'enquête de terrain. Et je devrais en faire, mais non, même j'organise des conférences par Zoom. C'est bien, c'est bien. Il en faut aussi. Faut croire. Voilà, il est quelle heure? Il n'est pas bien tard, 22h22. On peut continuer, on peut s'arrêter. C'est comme vous voulez, messieurs, dames. Moi, je vais peut-être m'arrêter là. Moi. Je vois pas de dames, d'ailleurs. Elles sont parties, les dames. Elles sont parties, les dames. On leur a fait peur. Moi, je dis merci à Jean Librero qui a fait un beau travail. Hein. C'est bien. Voilà. Merci, Jean. Merci, Jean. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'intervenants, alors. Il y avait 31 personnes. 31, il y en a encore, il y en a encore 24 là. 32. Elles ne veulent pas dire un mot. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire un mot? Bah, tu sais, c'est comme dans les conférences en présentiel, il n'y a que quelques personnes qui osent s'exprimer. Mais dis-leur, demande-leur si... Oui, mais j'ai demandé à tout le monde de réactiver son micro, mais bon, il y en a soit qui ne veulent pas, soit qui ne savent pas. J'ai réactivé mon micro pour vous remercier de cette excellente conférence de Jean. Voilà, c'est M. Patard qui est un habitué des repas. Dont on ne voit que le crâne. On ne voit que le crâne, oui. Merci, cher ami. Il y a Isabelle qui dit que le micro se bloque tout le temps. Il y a quelqu'un qui dit bonjour Isabelle. Bonsoir Isabelle. Impossible de le remettre. Donc, puis il y a eu d'autres messages. Il y en a 7 là, Patrice. Ouais. J'arrive pas à les. Chris a demandé la parole. Ah oui, Chris Esson, mais apparemment,
Alors attends, je vais essayer d'activer son micro, si je peux. Baisser la main. Ah oui, en plus. Oui, le cas. Alors, Le cas baisser la français. main. Demander l'activation de quoi? J'arrive pas, j'ai un problème. Quand je clique, alors baisser la main. Le son, tu dois l'avoir. Chris et Son, non? Chris, pardon, excuse-moi. Non, tu peux pas. Je vois Isabelle de nouveau, mais son micro Isabelle est là, oui. n'est pas démarré. Je vais essayer de nouveau. Il ne faut pas capituler tout de suite. Voilà, j'ai demandé la réactivation du micro à Chris. Donc là, il y a un message qui apparaît dans ces cas-là, il faut cliquer dessus. Et Isabelle, où est-elle? Elle est là. Isabelle. Il y a deux Isabelle. Ah, c'est vraiment formidable, Oui, Zoom. oui, Hein. oui. C'est génial, Zoom, hein, Bruno? Oui, tout à fait. Quel bonheur! Ça marche, merci. Je vous Ah, remercie pour cette Ah ben conférence. voilà, c'est bon. Merci. Alors, Voilà, ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre. Oui, vous m'avez coupé mon micro, puis après, en fait, vous me l'aviez remis, et puis moi, je l'ai enlevé pour laisser la place aux autres, et après, il ne se remettait plus. Enfin, bon, bref. Quand on l'a, vaut mieux le garder. C'est un truc important. Non, mais c'était super intéressant. C'était un beau voyage au Brésil, parfois un peu effrayant, mais bon, tout ça fait partie de l'ufologie. Il y a des moments un peu plus compliqués. Enfin, c'est pas toujours très rose. Hein. Bah, c'est sûr. Aux États-Unis aussi, il y a plusieurs cas qui restent assez tragiques. Sans parler des mutilations animales, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, il y a des trucs atroces. Hein. Heureusement, on n'en parle pas toujours, mais c'est pas. Oui, ça faisait un peu peur hein, quand même. Peut-être que nous nous censurons. Peut-être qu'en France, il n'y en a pas parce que ça fait trop peur et on ne veut pas en parler. C'est possible. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de voir d'autres pays. Patrice, merci Isabelle. À propos des mutilations, j'avais réservé un cas de mutilation, enfin d'enlèvement de bétail. Bon, je n'ai pas eu le temps de présenter, mais j'ai trouvé un cas comme ça dans le livre et j'ai écrit à Thiago Cicchetti, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des articles sur ce thème, mutilation animale ou des livres au Brésil. Il m'a dit non, il n'y a pas grand-chose publié là-dessus. Alors j'étais étonné parce que pour un pays aussi vaste que le Brésil, j'étais étonné parce que je sais qu'en Argentine, il y a beaucoup d'études sur ces dossiers-là. Il y a des mutilations du bétail en Argentine et pas au Brésil. Brésil. Oui. Il y en a beaucoup en Argentine. D'accord. Oui. Mais c'est peut-être pas le même élevage. Il y a eu un dossier dans LDRN que j'avais aidé Joël Ménard à faire un dossier sur l'Argentine. Il y a beaucoup de cas en Argentine. D'accord. Depuis toujours, oui, depuis comme longtemps. Aux États-Unis, alors. Au Brésil, pourtant, il y a énormément d'élevage de bœufs, de zébus, en fait. Mais bon, peu importe, c'est pareil. Alors peut-être, ça m'étonnerait que Thiago Cicchetti ne soit pas au courant. Mais il ne m'a pas dit qu'il n'y a pas de cas, mais il a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Mais c'était rapide. Je crois que c'était sur Messenger, donc je le recontacterai parce que je pense que ça a dû être étudié, parce qu'un pays comme ça, avec des élevages de bétail, il doit y en avoir partout. Mais moi, j'ai trouvé un cas. Ouais. J'ai trouvé un cas qui est important, hein, qui est un peu impressionnant. Hein, impressionnant. Ce n'est pas une mutilation de métal, c'est vraiment un enlèvement de veau au milieu d'un troupeau. Et là, il y a eu des témoins. D'accord. Parce que dans les légendes européennes, les fées qu'on peut assimiler à des extraterrestres enlevaient des animaux comme ça. Mais les mutilations. Ouais. Il n'y a pas de fées au Brésil, peut-être. Ils n'ont que le carnaval. Ils n'ont que des créatures de rêve, mais au carnaval. Non, mais en Argentine, il y a des grands espaces. On dirait que les ovnis aiment bien les grands espaces pour venir mutiler les animaux. Et le Brésil, c'est petit comme la Suisse. Non, mais il y a beaucoup de forêts. C'est pas terrible, les forêts. Peut-être. Il y a peut-être des raisons que l'élevage n'est peut-être pas le même, n'est pas fabriqué de la même façon. Peut-être qu'au Brésil, ils ont le même élevage qu'aux États-Unis. Et peut-être que ça vaut le coup d'enlever des animaux aux États-Unis oui, et en Argentine. C'est plus facile en Argentine, peut-être. Ouais. C'est une idée. Ben, en Argentine, il y a la Pampa, tu sais, la fameuse Pampa. Voilà.
c'est le territoire des, comment ça s'appelle, vaqueiros, on dit vaqueiros, des gauchos, voilà. Il y a des grands territoires comme ça au Venezuela aussi. Et je crois qu'au Venezuela, il y a des enlèvements d'animaux. Au Venezuela, il y a des grands territoires aussi. Et donc, c'est immense, hein, Patrice. Tu vois la carte de la Pampa, ça doit faire peut-être 500 km ou 600 km du nord au sud sur 300. Donc, la moitié de la France, rien que des terres de prairies. Oui. Ouais. Mais ok. Il y a la pampa humide qui est cultivée, puis autour la pampa un peu plus sèche où c'est du bétail. Ouais. Surtout des vaches. Là-bas, ils avaient tellement de bétail, il y a un moment qu'il faut manger la langue, ils tuaient une vache, prenaient la langue et laissaient pourrir la carcasse et ils mangeaient que la langue. Et ils mangeaient 1 kilo de viande des fois. Je ne sais pas comment on peut arriver à manger 1 kilo de viande sans tomber de mort, mais bon. Et le steak argentin est très prisé. Il y a un restaurant argentin qui vend du steak dans la rue, dans le 6e, la grande rue où il n'y a que des restaurants grecs, tu sais, la grande rue. Oui, je vois, oui. Bah là, souvent, là, on y va avec Gildas manger pas loin de là. Mais les churrascos, tu connaissais pas ces restaurants oui, argentins? Oui, il y en a plusieurs. Après. Enfin, je plaisante, évidemment. Je me dis, est-ce que les extraterrestres préfèrent la côtelette, l'entrecôte argentine au steak américain? Alors qu'il y a du bon charolais quand même. Bon. Peut-être la viande brésilienne est trop dure, je ne sais pas. Au lieu de dire des âneries, il y a un monsieur qui a demandé la parole. Essayez de remettre son micro. Alors oui, laisse monsieur. Alors, Godet-Perron, enfin peut-être monsieur, je ne sais pas, il n'y a pas la photo, il n'y a pas d'image. Monsieur, oui, qu'il la prenne la parole. Ok. Mais parce que le micro est toujours fermé et depuis notre poste, on ne peut pas l'ouvrir, c'est bloqué par l'hôte. Oui, alors ce que je vais faire, l'hôte, il faut tous les débloquer en même temps. Ils vont réactiver eux-mêmes leur micro, voilà. Voilà, parfait. Et là, maintenant, je peux le réactiver. Je suis sûre qu'il y a plein de... Ça y est, son micro est réactivé, ce monsieur Godon. Non, Godet-Perron, merci. Voilà, parfait, bravo. Alors, en fait, c'est Rémi et Martha, donc je ne sais pas si vous me connaissez, mais enfin, Jean-Louis Bréau, il me connaît bien. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. Exposé très intéressant, Jean. Merci. C'est à la hauteur de ce que tu réalises d'habitude, il n'y a pas de problème. Merci encore. J'avais une question concernant le corps. Il y a eu un corps qui a été récupéré à un moment donné par les autorités brésiliennes ou américaines, je ne sais plus, brésiliennes. Oui, brésilienne. Oui, à Varginha, tu parles de Varginha? Oui, Varginha, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce corps, il est mort, l'extraterrestre, ou ils ont oui. Bon, tu as l'expert devant M. Bourdet. Je pourrais parler, mais on laisse parler celui qui a étudié ça depuis des années. Non, ce que je sais, moi, c'est que les Américains sont venus récupérer un corps, oui. Ou plusieurs corps, d'ailleurs. Mais ils n'ont pas restitué de corps. Non. Il y a une petite confusion quelque part. Il y a eu une opération d'un alien, une créature blessée qui avait une jambe blessée par un médecin. Et ensuite, il a été embarqué. Oui. Je peux dire un mot, Patrice? Oui, bien sûr. J'ai vu qu'il y a Chris Esson qui est avec nous, bien content. Pour Rémi, question. Concrètement, oui, on sait déjà qu'il y a 2 créatures qui ont été... non, il y a probablement 3 créatures. Oui. Il y a au moins 3 créatures qui ont été... au moins 3. 3 créatures. Donc, l'une qui a été récupérée par les pompiers, et l'autre par Elie Serrez, etc. Et puis, il y a une opération de militaires également dans l'après-midi, je crois, du 21, avec des tirs de fusils mitrailleurs FAL et 2 sacs avec 2 créatures qui ont été exfiltrées et dont l'un bougeait, donc il y avait au moins une créature en vie. Et on a utilisé les armes de guerre contre ces créatures. Donc c'est un peu comme les cas Roswell, on dit il y en a combien, on ne le sait pas combien il y en a, mais au moins, à mon avis, il y en a au moins 3, peut-être 4 à Virginia. D'accord.
Oui, je ne serais pas étonné qu'il y en ait 4. Mais concrètement. Ils sont partis en Amérique, c'est ça, aux Oui, États-Unis? ils sont partis en Amérique, mais il faut savoir on est donc en janvier 96 et en avril. Bon, les autopsies ont été faites en partie à Unicamp, à l'université, à l'hôpital universitaire de Campinas. Oui, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres quand même, hein, oui. et à Campinas, très important. Et les corps ont été transférés là. Certains étaient l'un d'eux était en vie, etc. Mais en avril 96, c'est-à-dire 3 mois et demi après l'incident, Patrice, eh bien, il y a eu une rencontre du ministre de l'armée. Et ça, c'est les vidéos qu'on aurait pu passer, on ne les a pas fait, on n'a pas fait encore. Le ministre de l'armée qui est avec 24 généraux qui se retrouvent à Campinas et on pense qu'ils font une visite globale des corps ou du corps d'une des créatures. Le ministre est venu à Campinas en avril 1996 avec 24 généraux de l'état-major de l'armée brésilienne. D'accord. Donc, selon les ufologues qui ont étudié tout ça, il est probable que l'un des corps se trouvait encore à Campinas en avril 96, donc congelé, etc., ou formol, etc. Mais par la suite, évidemment, comme tout le monde le sait, dans tous les cas majeurs, les Américains sont toujours là, les services secrets sont toujours là, et tout est parti aux États-Unis. Ça, c'est très, très clair. C'est sûr que l'Amérique commandait tout cet hémisphère. Et tous les militaires ont fait leurs études dans les écoles militaires américaines. Ce serait bien que tu nous fasses un petit cadeau, Patrice. Mets-nous un petit peu, par exemple, Virginia, hein, le petit extrait. Même en anglais, ça, je pense qu'Isabelle sera contente d'écouter la voix de ces Brésiliens qui décrivent leur expérience. On a un petit sous-titrage en anglais. Ça serait exact. Alors, attends, faut que j'aille rechercher ça. Ça vous ferait plaisir, bien sûr. À propos des Américains, je peux dire un mot? Oui. Et des Brésiliens. Moi, j'ai assisté à une conférence à Curitiba. Je suis allé 2 fois au Brésil. Et à Curitiba, j'ai pu constater que les Brésiliens et les autres pays à côté n'aiment pas beaucoup les Américains, je peux vous dire. Hein. J'ai pu constater cela. Et les Grecs n'aiment pas les Allemands. Moi, je peux vous garantir aussi. Hein, parce que... Voilà. Allez, on va essayer de lancer ça. Et c'est Zildas qui va nous traduire, parce que comme il était à Brasilia, forcément, en une semaine, il a appris la langue. Hein, oui, c'est ça, voilà. Alors, il faut que je sorte de là. J'ai fait une erreur. Soyez patient, et Patrice, il n'est pas doué pour la technique. Hein. Oui, je t'en prie. J'aimerais bien vous y voir, Jean. Tu me fais un PowerPoint dans le désordre le plus total. Il faut que je me démerde. Moi, je ne me risquerais jamais à organiser une session Zoom, Isabelle. Je suis incapable de faire ça. Super stressant. Et déjà, pour installer, ça a été pas facile pour moi. Ça y est, ça vient. Alors, qu'est-ce que tu dis, hein? Magnifique. Voilà. On va entendre la belle langue brésilienne. Non. Ah non, mais ça, la première. Anglais. Non, c'est en brésilien, vous allez voir. Mais là, c'est juste. Non, mais là, c'est une publicité sur un. C'est des sous-titres apparemment sur une pub. Qu'est-ce que ça vient faire là ça? Non, mais ça, c'est rien. Mais nous, à la 2, ouais, c'est dans 30 secondes, c'est une pub. Une fausse autopsie, ça. C'est une fausse autopsie, je crois, qui avait été il en loupe pas une, ce Patrice. Hein. Oui, tu me donnes pas l'heure de départ, là, donc je peux rien faire, mon ami. Voilà, là, c'est bon, ça va partir. Tu es un peu impatient, Jean. Hein, mais enfin, nous mettre le crash de Roswell. Qu'est-ce que ça vient faire là? Le cas Virginia, ouais. Ah on a peut-être pas notre chance, là, maintenant. Ubirahara Rodriguez était l'un des meilleurs locateurs. C'est lui qui a accueilli le docteur Lair à Virginia. Oui, c'est pas Jean. Tout à fait, c'est le. Vous voulez raconter ça? Oui, vous m'avez raconté. C'est présent dans le livre. Hein, j'ai même des photos. Le plus important. Alors, on n'a pas le son? Apparemment non, mais je ne sais pas pourquoi. Une option. Le son pourtant est lancé, là, mais...
Je ne vois pas pourquoi. Le son. Normalement, on devrait avoir le son. Tout marche bien par ça. Ah oui, tout marche bien. Ça, Audio, ah, peut-être qu'il faut. Ah tiens. Piste audio. Augmenter le volume. Ouais, piste, périphérique audio, haut-parleur. Peut-être le casque. Ou alors c'est dans le partage écran. Il faut peut-être l'activer dans le partage écran, dans la petite flèche qui est à côté. Là, c'est en anglais. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, Ça y est, taisez-vous maintenant. Les sous-titres en anglais, en tout cas. Bon, voilà, mais ça reprend l'histoire que vous avez racontée, Jean. Ben, vous la connaissez, mais nos amis vont découvrir en détail. Mais j'ai pas de son. Il n'y a toujours pas le son. Hein. Mais si, moi je l'ai. Pas vous? Peut-être l'ajouter dans le partage écran, faut le cocher. En bas dans la flèche, dans la. Ouais, de zoom, c'est ça? Dans le zoom, là, vert fluo, là. À côté, je crois qu'il y a une flèche, il faut cocher un truc. Je sais plus ce que c'est, par contre, je me rappelle plus. Non, c'est parce que j'ai pas pris le. Moi, je l'entends, mais c'est pas, ça vous intéresse pas. Alors, attends, périphérique, je vais prendre celui-là. Vous entendez pas, là? Oui, si, si. Oui. C'est bon, là, c'est bon. Bon, alors, on va repartir du tout à l'heure. Voilà. O casal Eurico e Oralina de Freitas é acordado pelo barulho do gado agitado no sítio em que trabalhavam, a 10 quilômetros de Varginha. Os dois veem um objeto cilíndrico que descrevem como um submarino, soltando fumaça branca e se deslocando lentamente, levando cerca de 40 minutos para sumir de vista. Também relataram que o objeto soltava fragmentos na parte de trás que davam a impressão de serem fitas de papel alumínio. 8 horas da manhã. O piloto de ultraleve, Carlos de Souza, vê um objeto muito semelhante ao relatado por Eurico e Oralina, sobrevoando a rodovia Fernão Dias. Ele então vai atrás. Após percorrer estradas de terra, chega à fazenda Maiolini, onde vê militares recolhendo destroços que descreveu como papel alumínio. Relata também caminhões do exército, ambulância e um helicóptero. Segundo ele, os militares faziam um pente fino, recolhendo todos os fragmentos do solo. Carlos de Souza é rispidamente retirado do local. 20 de janeiro de 1996, por volta de 8 horas da manhã. A partir deste horário, o Corpo de Bombeiros de Varginha começa a receber diversos chamados, informando sobre um animal estranho no bairro Jardim Andere. Há relatos de que a criatura foi apedrejada por populares assustados antes da chegada dos bombeiros. Entre 10 e 10 e meia da manhã. Os bombeiros descem um barranco na Rua Suécia, no bairro Jardim Andere, e são observados por várias testemunhas. Dentre elas, o servente de pedreiro Henrique José de Souza e o vendedor de peixes João Bosco Manuel. Os bombeiros sobem o barranco com a criatura presa numa rede. Ao chegarem na rua, já há um caminhão Mercedes-Benz do Exército Brasileiro que solicitam a entrega do material. Os bombeiros entram em contato com seus superiores e o Major Maciel vai até o local. A criatura é entregue então aos militares da ESA, Escola de Sargentos das Armas, que a colocam numa caixa coberta por um saco, a condicionam na caçamba do caminhão Mercedes-Benz e a levam para a ESA com vida. Patrice, Ao chegar no quartel dos bombeiros, oui. recebem ordens para on peut rappeler que dans la première partie, tout se passe le 13 janvier. Quand vous avez les militaires qui fouillent la zone, c'est le 13 janvier, c'est-à-dire c'est pas le 20, c'est dès le premier jour qu'ils ont ratissé la zone. Alors que le cas principal, c'est le 20. Mais... Ele relata disparos de fuzil Falk e que os militares saem de lá com 2 sacos. Em um deles, algo se mexia. 15 horas e 30 minutos.
Kátia, Valquíria e Liliane, voltando de uma faxina, resolvem cortar caminho por um terreno no bairro Jardim Andere, na rua Benevuto Braz Vieira, e se deparam com uma criatura junto ao muro. Segundo elas, a criatura tinha 3 protuberâncias na cabeça. Era marrom, tinha pele oleosa e parecia estar em sofrimento. As 3 garotas saem correndo do local e chegam aos prantos na casa de Dona Luísa, mãe de Liliane e Valquíria. 16 horas. Dona Luísa vai até o local e encontra 2 pegadas com 3 dedos em cada e sente forte cheiro de amoníaco. 20 horas. O policial Marco Elixerese, da inteligência da PM, perdu dans do cabo Eric Lopes, loin de sa maison. captura a segunda criatura. Ao pegá-la para colocá-la no banco de trás do carro, é arranhado no braço. A criatura é levada para um pronto-socorro que nega o atendimento e em seguida é levado para o hospital regional, que fica no centro de Varginha, causando grande alvoroço entre os funcionários, médicos, pacientes e acompanhantes. 21 de janeiro de 1996, 1h da manhã. A criatura sob escolta do Exército é transferida do Hospital Regional para o Hospital Humanitas, por ser mais distante do centro da cidade e melhor aparelhado. 22 de janeiro de 1996, entre 17h30 e 18 horas. A criatura é retirada por um comboio do Hospital Humanitas. Segundo o relato de um dos militares que participou da operação, ela já estava dentro de uma caixa, em cima de uma mesa. Exalava forte cheiro de amoníaco e tinha um ferimento em uma das pernas. Vários médicos se reúnem antes dela ser colocada no caminhão do Exército. Um deles puxa o que seria a língua do ser com uma pinça. A caixa é lacrada, coberta por um saco e colocada na caçamba do caminhão Mercedes-Benz. Ainda no hospital, todo o material usado nos exames e nas tentativas de salvar a vida da criatura é incinerado. Um provável receio de contaminação. Voilà le Covid d'où il vient. Relata que a mesma se comunicava com ele sem falar, como que telepaticamente, conduzindo-o até onde ele deveria fazer os procedimentos médicos. 23 de janeiro de 1996, 4h da manhã. As criaturas são levadas em comboio militar para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, e depois levadas para a Unicamp, ficando sob os cuidados do médico legista Badan Palhares, entre outros cientistas daquela universidade. Caminhões do Exército e carros da Embaixada dos Estados Unidos são vistos no campus. 24 de janeiro de 1996. O comboio retorna para a ESA e Badan Palhares começa a autópsia da criatura. O médico diz sem meias palavras à sua mulher dentro do carro: a criatura está aqui e será levada para os Estados Unidos. Toda a conversa é ouvida pelo seu motorista particular, que repassa a informação aos irmãos Mondini. 21 de abril de 1996. A dona Terezinha Galo Black avista uma criatura semelhante observada no dia 20 de janeiro, com capacete, dentro do jardim zoológico da cidade. 29 de abril de 1996. A dona Luísa, mãe das meninas Liliane e Valquíria, recebe em sua casa 4 homens bem vestidos, que oferecem a ela grande quantia de dinheiro em troca de suas filhas negarem tudo o que viram em rede nacional. 4 de maio de 1996. Acontece uma reunião histórica em Varginha, com dezenas de ufólogos de todo o país. Neste dia, é gravado o depoimento em vídeo de um militar da ESA e os nomes de todos os militares daquela instituição envolvidos na captura, transportes para a ESA e posterior translado para Campinas são revelados. O depoimento
depoimento do militar é citado um oficial de alta patente que foi deslocado de Brasília para Três Corações. 11 de maio de 1996. Dr. John Mack visita Varginha. Entrevista as 3 meninas e diz que rasga seu diploma de Harvard, caso elas estivessem mentindo. 9 de maio de 1996. Há uma reunião muito curiosa e sugestiva do ministro do Exército, Zenildo Lucena, em 24 generais envolvidos. Nos bastidores, há relatos até de brigas para participar dela, pois, na verdade, teriam ido para ver as criaturas da Unicamp. 19 e 20 de outubro de 1996. Dezenas de ufólogos vão até a fazenda Maiolini e fazem um pente fino em busca de destroços, inclusive com o emprego de... Je crois qu'il n'y a plus rien après, Patrice. D'accord. Donc on va couper. Ah, c'était fort intéressant. C'est voilà, c'est une exposition simple et chronologique des faits. C'est parfait. Ouais. Qu'est-ce que Donc, j'entends un bruit là. Oui. Ouais. Vas-y, Chris. Chris. Non. Vous m'entendez? Oui. 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 Je voulais. Merci Jean déjà pour cette conférence très intéressante. Pour rebondir un peu sur ce que disait aussi Jean-Claude Bourret tout à l'heure, où je sais qu'il y a pas mal de personnes sceptiques sur le fait que les Américains ou les Israéliens, parce que les Américains peuvent avoir de la techno très avancée. Je voulais signaler que je publie, pour faire suite un peu à la conférence que j'avais donnée au mois d'avril 2019 dans Paris, je publie un article dans le Top Secret qui sort à la fin du mois sur la physique de Tesla et finalement la technologie sous-jacente que peuvent utiliser les ovnis sur finalement qui est donc ce que préconisait Tesla sur la physique de l'éther, qui est finalement l'exact opposé de la physique finalement d'Einstein et de la relativité générale, finalement il fait l'hypothèse qu'il n'existe pas d'éther, au contraire de Tesla. Et donc c'est l'article que je publie ce mois-ci dans Top Secret, donc qui sort dans une semaine, et qui pourra donner un éclairage nouveau sur la compréhension de comment ça peut fonctionner. Merci Chris. J'en profite pour faire un peu de pub moi aussi. Le mois prochain, on aura Sylvain Matisse. Oh, j'ai un écrit notable. Mais qui va nous parler des Zoanites, son 2e livre sur les Zoanites. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Jean. On va peut-être arrêter. Je crois que c'était très riche. Merci beaucoup Jean pour ce travail, cette présentation. C'est que parler comme ça pendant 1h30 sans arrêter, c'est un peu dur. Voilà, et puis j'espère qu'on va se revoir bientôt sur nos chaînes, notamment avec Sylvain Matisse ou d'autres. C'est très bien. Hein. C'est beaucoup plus ouvert hein, finalement. Je crois c'est une formule qui me plaît, qui n'est pas si facile à mener. Hein, Monsieur Jean, un peu d'indulgence parce que, merci. Parce que vous êtes un peu impatient. Hein. Merci Patrice, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, pour ce travail technique, vraiment, merci à toi parce que c'est beaucoup de patience, de l'expertise qu'il faut. Et donc, grâce à toi, on peut avoir ces événements. Ouais. Écoute, qu'est-ce que tu as comme projet pour les nouveaux livres? Tu en as dit tout à l'heure, mais bon, vas-y. Alors, pour terminer mon nouveau livre, donc comme j'ai expliqué, oui, donc c'est le 5e livre que j'ai publié. Je remercie Gilda qui a refait des lectures, des corrections, des traductions, parce que c'est un gros travail, 210 000 mots. Je remercie Thierry Rocher qui m'a aidé aussi à la relecture, qui n'est pas là voilà, mais qui écoutera plus tard. C'est Jean-Jacques Roux, qui est un ami que m'a présenté Jean-Louis Lagneau, qui a fait la première mouture de la traduction. Par la suite, j'ai fait un gros travail de relecture, de correction. Donc, écoute, je dois te dire, je crois que Gilda est au courant, mais j'ai prévu un livre là qui est en cours de traduction,
qui concerne le crash de Cap Girardeau. Ah ben oui, tu m'en as parlé autant pour moi. Cap Girardeau. J'ai plus de mémoire, tu vois. C'est un cas tout à fait intéressant. Ah oui, très intéressant. Non, c'est très bien. Ça sera un bon bouquin, ça devrait être un bon livre. 1941, vous vous rendez compte? Oui. Ça, c'est fameux. Il y a des témoignages tout à fait intéressants là-dedans. Oui. Oui, c'est un dossier. On attend ça avec impatience, Jean. Oui. Merci. Voilà. Merci. Bon, messieurs, dames, je vais couper la réunion. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir. À bientôt. Et puis, si tu fais quelque chose, Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Appelle-moi, que je regarde. Merci infiniment. Je sais que tu es une expert. Bonsoir, cher monsieur, cher ami. Allez, au revoir. Merci, Jean. Merci à tous. Bonsoir, Rémi, Chris et tous. Merci à tous. Bonne nuit à tous. Ciao, merci. Tiens, Stéphane. Mais t'arrives comme les carabiniers, Stéphane. Oui. Depuis le début. Non, mais j'ai suivi, mais j'étais en mode. Au début, j'étais en mode masqué, j'avais un travail à finir et voilà. Mais c'était très intéressant quand même. Voilà. Ah, je remercie Stéphane, notre ami qui est ici présent et qui m'a aidé à finaliser la couverture du livre. C'est grâce à Stéphane que vous voyez qu'on a eu la dernière version de la couverture. Merci beaucoup, Stéphane. Okay. Elle était déjà faite, mais bon, pas par moi, mais bon. Quelqu'un avait commencé, Stéphane a fait la finition. Vous faites quelque chose chez Repas Ufologique, un peu dans le... Ben pour l'instant, là, à vrai dire, on est en mode confinement. Non, je veux dire, on n'a pas... pas de projet. À court terme, ouais, pas encore. Voilà. Bon, bah, dommage. Mais les gens voulaient faire l'Assemblée Générale, elle n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu une période de confinement encore. Et donc, on n'a pas repris les conférences non plus sur un mode Zoom, mais ça peut être une idée que de faire des conférences comme ça. Pour l'instant, c'est Stéphane Royer pour le moment. Pour l'instant, on attend qu'on puisse reprendre de manière physique aussi, parce que ça serait bien de pouvoir se revoir aussi. Vous êtes des repas ufologiques, c'est clair. Et mais c'est intéressant aussi de pouvoir communiquer comme ça, parce que c'est vrai que c'est... Ou alors on peut trinquer par Zoom, mais c'est pas terrible. Ah oui. Non. Ok. Ouais. Eh ben, merci de t'être présenté à la fin. Merci. Voilà. La conférence, c'était bien. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao.